à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur cet atelier qui va être dédié aux diasporas. Donc l'idée derrière cet atelier, c'est à la fois de pouvoir discuter en fait de ces acteurs, mais surtout de pouvoir briser la perception qu'on a habituellement des diasporas. Puisque effectivement, quand on parle de diaspora, on pense souvent à des communautés affectives. Ce qui est vrai, parce que les diasporas, c'est des flux transnationaux qui sont puissants, mais au-delà de ça, les diasporas sont également des piliers économiques incontournables. Donc l'année passée, selon la Banque mondiale, c'était plus de 95 milliards de dollars qui ont été envoyés par leur diaspora dans leur pays d'accueil vers leur pays d'origine. C'est un chiffre qui paraît peut-être anodin, mais la réalité, c'est que ce chiffre est supérieur au volume d'aide publique au développement, et voire même dans certains pays, c'est un chiffre qui est même supérieur aux investissements directs étrangers. Donc, une fois qu'on a dit cela, on a le fait que les diasporas sont des forces économiques, mais les diasporas, c'est aussi des forces d'innovation. Ce sont des forces entrepreneuriales qui représentent l'agilité, ce pont entre, souvent, deux continents. Et là, en l'occurrence, on parle vraiment de la France et puis de l'Afrique. Donc, une fois que le constat a été fait, que la réalité a été décrite, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir maintenant en faire un moteur de changement, un moteur de développement ? Donc, pour pouvoir discuter de tout cela, je suis très contente de vous présenter mon petit panel, mes panélistes. Donc, Katia Kouseke, très grand panel, un très grand panel, ça commence. Alors, du coup, il y a Katia Kouseke, donc, qui est cofondatrice d'une agritech qui s'appelle Fresh Africa. Merci d'être avec nous. Elisabeth Moreno, donc, qui est présidente du conseil d'administration à la fois de Ring Africa et puis de Ring Capital. Et nous avons Yannick Quechua, qui est à la fois président des journées, cofondateur des Journées nationales des diasporas Africa et président des clubs des bâtisseurs. Alors là, vous voyez, sur le panel, on a à la fois la vision invest, entrepreneuriale, et aussi mobilité. Donc on va sauter maintenant dans le sujet. Parlons tout d'abord de la force économique des diasporas. Alors, j'ai déjà cité en introduction, il y a une force économique puissante derrière, mais qui pourtant n'est pas forcément celle qui va être derrière le développement. Donc, ma première question en tant qu'investisseur, Elisabeth, comment est-ce qu'on peut faire pour transformer ces flux, finalement, en flux d'investissement structurants ? D'abord, Anne Marem, je suis ravie d'être avec vous et merci d'ailleurs d'avoir bravé la fin pour venir participer à ce panel, parce que je me disais, oh là là, l'horaire va être compliqué, oui, il n'y aura personne. Et je suis ravie de vous voir nombreux. Et la raison, je pense, pour laquelle vous êtes si nombreux, c'est parce que les diasporas, aujourd'hui, comptent et pèsent de plus en plus sur le développement du continent. Moi, j'ai la conviction, avec l'humilité qui convient, parce que le continent africain n'a pas attendu ces diasporas pour avancer. Il fait plein de choses avec nos frères et sœurs qui sont restés sur le continent. Mais en particulier, déjà quand j'étais au gouvernement, mais en particulier depuis que j'ai la chance de travailler sur ce fonds d'investissement à impact social et environnemental qu'est Ring, je rencontre un tas de membres de la diaspora, en Europe, mais aussi aux États-Unis, qui a dépassé le cap. Vous savez ce qu'on a tous et toutes fait à un moment quand on aime le continent, construire des puits, construire des bibliothèques, construire nos maisons. En fait, ça, ce n'est pas de l'investissement. Le véritable investissement, il est dans la transformation industrielle du continent. Il est dans la construction de start-up qui vont résoudre des problèmes vitaux du continent. Il est dans la recherche et le développement. On a de plus en plus de membres de la diaspora qui sont extrêmement doués dans ce qu'ils font. Et il est aussi dans des ONG comme celle que pilote par exemple Yannick, qui vont être des ponts entre le continent africain et le continent européen. Et ce que je trouve génial, et je remercie la BPI d'avoir organisé cette rencontre, c'est que pendant longtemps, nous, on a été totalement invisibilisés. On n'existait pas pour nos pays d'origine ou le pays de nos parents, et on n'existait pas pour nos pays d'accueil. Donc, on était lost in translation, si je peux le dire comme ça. Et c'est vrai que moi, cette nouvelle génération de diaspora, moi, je fais partie de la 3e génération de diaspora en France. Et nous, on était encore en mode survie, alors que des jeunes comme Katia, ils sont bardés de diplômes, bardés de réseaux, bardés de compétences.
et ils n'attendent plus qu'on leur donne la permission, ils y vont. Et grâce à ce qu'ils font, je pense que tu fais partie des premières membres de la diaspora à travailler dans une organisation comme la BPI. Mais pas juste pour faire joli et le montrer sur tes cartes de visite. Je vois bien la manière dont tu te bats pour que les diasporas soient reconnus comme une force de construction au sein des institutions comme BPI. Et ce qui change fondamentalement, le fait que des jeunes comme Katia ne demandent plus la permission et que des personnes comme toi parlent des diasporas, non pas comme ces petites minorités visibles qui vivent dans les quartiers, mais des gens qui créent, qui innovent, qui inventent, qui créent de la valeur, qui créent des emplois en France, mais aussi sur le continent, bah, ça change complètement le regard. Et je pense que les solutions, finalement, il ne faut pas attendre qu'on les construise pour nous, il faut qu'on les construise nous-mêmes parce que ça n'arrivera jamais sinon. Merci beaucoup Elisabeth. Et c'est un point qui est très, très important et qui me permet aussi de faire la transition avec Katia, puisque donc Katia, toi tu représentes déjà l'entrepreneuriat dans ce panel. Et tu as aussi la particularité avec Fresh Africa d'avoir un pied en Europe et un pied en Afrique. Donc ma question est, en quoi, à travers ton expérience, est-ce que tu vois que du côté de l'entrepreneuriat et de l'innovation, les diasporas sont également vecteurs de transfert de savoir-faire, de transfert de compétences et surtout de compréhension interculturelle? Ça dépend. Donc moi, comme le disait Anne-Marème, je travaille avec des agriculteurs dans le fin fond de 3 pays en Afrique, Congo, Sénégal, Cameroun, des mentalités totalement différentes. Et la chance que j'ai d'être dans la diaspora française, c'est que ici, on est réunis. On ne me voit pas comme une Congolaise, on me voit comme quelqu'un de la diaspora. Donc, je peux me permettre d'arriver au Sénégal. Et je comprends mes frères sénégalais parce que j'ai grandi avec eux ici. Et ce que je vois, c'est qu'on va souvent avoir... on vient des fois avec le mauvais regard. On vient avec la suite du français. Et ça, parfois, ça nous perd. Donc, on va arriver, on va se dire, on vient avec des compétences, mais il ne faut pas qu'on oublie que sur place, il y a aussi des compétences. Et ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas la même manière de faire que nous qu'ils ne sont pas compétents et qu'il faut qu'on s'adapte. C'est le regard ce que je constate souvent, c'est que quand on arrive, on vient en sauveur. Et Elisabeth le disait, on vient construire des puits, etc., etc. On a une mission, effectivement, mais on oublie que sur place, ils ne nous ont pas attendus pour exister et qu'ils développent déjà et qu'on doit venir en renfort ou, comme disait Elisabeth, faire un lien entre les deux parce que on va être plus bold, c'est vrai, on va arriver, on va frapper à des portes qui... moi, ça ne me fait pas peur d'aller parler à un ministre, je leur parle sur WhatsApp, etc. C'est des choses qui ne me font pas peur. Par contre, c'est ce que je peux insuffler à mes Congolais, à mes Sénégalais avec lesquels je parle, pour qui la hiérarchie est une chose énorme. Et donc, je vois effectivement qu'il y a des transferts, mais souvent, on vient souvent avec une mentalité qui n'est pas forcément la bonne, et c'est ça qu'il faut travailler, et venir avec une mentalité différente. Sinon, en termes de projet, ce que moi je fais, il y a des Congolais qui le font, il y a des Sénégalais qui le font, et je ne le fais pas forcément mieux. Des fois, ils connaissent mieux le terrain que moi. Et je pense qu'il y a un transfert à faire des deux côtés, et surtout garder cette humilité de se dire, c'est chez nous, mais on a été très déconnectés, et qu'il faut prendre le temps de se reconnecter. Pour ça, il faut... à Rome, on fait comme les Romains, donc parfois, il faut s'adapter aux réalités sur place. Et ce que tu dis me permet aussi de faire la transition avec Yannick, peut-être plutôt vers la deuxième partie. Mais Yannick, toi justement, tu représentes ce point de rencontre entre les diasporas, avec donc les JNDA, donc les Journées nationales de diaspora africaine que tu organises. Est-ce que depuis que tu organises ces sessions à travers les panels, à travers le monde qui y passe, est-ce que tu observes vraiment un changement dans la perception habituelle qu'on a des diasporas ? Merci Anne-Karen. Je crois que tu as bien fait tout à l'heure de débuter par préciser que les diasporas n'étaient pas simplement une communauté affective, puisqu'elles représentent aujourd'hui une réelle force économique dans ce pays qui concourt à la création de la richesse, la circulation des talents et surtout au financement de projets tant dans les pays d'accueil que dans les pays d'origine. Si on prend les chiffres en France, on a à peu près 3,5 millions de populations diasporiques issues d'Afrique qui vivent en France et qui tous les ans, tu as donné les chiffres de la Banque mondiale, celle française se situe à peu près 10 milliards d'euros par an de transferts sur le continent.
Tout cela, initialement, allant généralement dans plutôt l'aide aux besoins primaires et quotidiens. Le constat que nous avons fait sur les sur les JNDA, sur les 2 dernières années par exemple, nous avons vu un nombre important de représentations gouvernementales africaines, que ce soit du Cameroun, de Côte d'Ivoire, du Maroc, fortement engagées sur l'événement, la Tunisie, le Congo, traduit pour nous la réelle prise en compte sur le continent, en tout cas de ce que la diaspora peut être un réel levier de développement sur place. Alors nous, ça doit nous alerter. Madame la ministre le disait tout à l'heure, ces 10 milliards, il est temps que nous nous interrogions sur comment est-ce qu'on les oriente à être de manière à ce qu'elles impactent véritablement la vie quotidienne d'un grand nombre d'Africains, notamment en finançant d'abord les infrastructures. Et je pense que c'est le message aussi que ces délégations viennent porter au JNDA, et c'est aussi le sens des institutions françaises telles que BPI, qui il y a 10 ans, on n'imaginait pas un forum tel que celui-là. Aujourd'hui, on y est. C'est pour moi la prise en compte de ce que le sujet diasporique, il est au cœur du sujet, il est au cœur de la transformation de la relation entre la France et les pays africains. Et justement, toujours sur toi, Yannick. Juste peut-être préciser que l'une des raisons pour lesquelles les pays africains ont du mal à créer les infrastructures qui vont bien pour les diasporas, parce qu'il n'y a pas une diaspora, Exactement. il y a des diasporas. C'est exactement ça. Il y a les diasporas qui sont nées en Europe, les diasporas qui sont nées en Afrique, qui sont venues en Europe. Et les diasporas de l'Europe ne sont pas les mêmes diasporas que l'Asie ou que les États-Unis. Donc c'est extrêmement difficile de créer bien sûr. une politique homogène quand tu as autant de distinctions. Et puis, il faut préciser aussi que toutes les diasporas ne sont pas au même niveau. Parce que tu as des diasporas qui sont en souffrance aujourd'hui. Et justement, ce que tu dis, Elisabeth, c'est c'est un vrai sujet. Et je voulais poser d'abord la question à Yannick et après vous permettre justement de rebondir. Mais au JNDA, donc on sait qu'il y a des délégations africaines qui y participent. Comme tu disais aussi, Elisabeth, il y a des gens qu'on dit de la diaspora et finalement qui sont en France, qui sont nés en France. Est-ce que depuis les JNDA, est-ce que tu vois même qu'il y a des dialogues entre ces acteurs, si on arrive même à les dissocier? Et quelles sont les opportunités qui se cachent derrière des collaborations avec acteurs locaux et membres de la diaspora française? Et quels sont aussi les défis derrière ça? Je crois que c'est l'idée même originelle des JNDA. Hein. Lorsque Pierre de Gaëtan Djikam fondait les JNDA il y a 13 ans, l'idée était justement celle-là, était d'agréger toutes les dynamiques qui vont dans ce sens et qui peuvent être aujourd'hui catalysatrices, si vous voulez, d'un engagement plus important à la fois des structures étatiques ici, mais également sur le continent. Elle-même générant par fait d'accompagnement tout un tas d'initiatives privées. Nous-mêmes, nous avons lancé dans le cadre des autres activités du Club des bâtisseurs, le réseau bâtisseurs africains qui identifie des talents sur le continent africain dans 8 pays, hein, avec le concours de plusieurs groupes privés, dont le groupe Castel, entre autres. L'objectif étant de préparer effectivement ces talents africains à la connexion et à en tirer le maximum, si vous voulez, du lien avec les diasporas. Ces entrepreneurs arrivent ici et sont en connexion permanente avec les entrepreneurs, notamment de la diaspora. Et depuis l'année dernière, nous avons initié le programme inversé où on sélectionne effectivement les talents de la diaspora africaine qui vont dans leur pays, quelquefois d'origine ou pas, mais en tout cas sur le continent africain, porter des projets transformateurs. Tout cela, ce sont des projets qui aujourd'hui naissent et viennent concourir à créer de nouvelles dynamiques ou de nouvelles passerelles qui permettent une fois de plus d'orienter véritablement les flux vers la création de la richesse locale et le développement partagé. Alors justement, sur la question de réseau, parce que finalement, ce que vous faites, c'est de tisser les réseaux. Katua, toi, tu as fait partie d'un des réseaux d'accompagnement de BPI France qui s'appelle le Pass Africa, dédié donc aux diasporas. Est-ce que l'accès à ce réseau, que ce soit en termes de lisibilité, en termes
d'opportunités. Est-ce que tu vois que c'est quelque chose qui a vraiment contribué à te permettre ou bien à t'aider dans le déploiement de ton activité? Très simple. En fait, le Pass Africa et même BPI en général et toutes les organisations avec lesquelles je travaille, mais surtout le Pass Africa, ça m'a permis de travailler sur mon leadership, la vision et la confiance en moi. Le premier entretien que j'ai pour postuler au Pass Africa, c'est avec Sébastien. Et il me fait m'asseoir parce que j'ai tendance à aller voir très très loin. Sébastien Paco. Oui, Pasco. Donc j'ai la tendance à aller voir très 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 loin, mais les Français n'aiment pas un esprit qui a une vision qui est trop longue. Et dans tous les endroits où j'ai été, Station F, etc., on me disait de réduire un peu ce que je voulais faire. Et Sébastien, premier entretien avec Noëlla, il me dit, il m'écoute et il me regarde et il me dit, mais, après il me dit, ok. En fait, il a grillé que j'avais un truc que je voulais pas dire sur le coup. Et il m'a dit, tu vas aller, je te donne une semaine, tu me fais un business plan de toi dans 5-10 ans. Comment est-ce que tu pourrais développer ton entreprise, ce que tu veux faire? Mais je savais déjà ce que je voulais faire, donc ça a été très, très rapide. Je me suis posée avec un comptable et je suis venue. Et ce qu'il a fait, tout simplement, c'est qu'il a réussi à déclencher ce que j'avais dans la tête et que je cachais, que j'avais appris à cacher à force d'entretien, de panels, etc. Et il y a pas beaucoup de personnes qui ont pu faire ça. Je pense que j'ai dû rencontrer 3 personnes, Sébastien, les membres de chez Google et quelqu'un à Station F. Et ça m'a permis en fait de garder le cap et de ne pas me perdre dans ce que j'étais en train de faire. Et dès la les premières sorties que j'ai fait avec la BPI, je me suis retrouvée au Sénégal, devant le ministère de l'Agriculture, qui me confie à son directeur de cabinet et qui me dit on commence à travailler la semaine prochaine, on se met en équipe, on a besoin de travailler sur tel aspect, tel aspect, tel aspect. Donc je suis passée de quelqu'un qui était en train de cacher ce qu'elle faisait ou vers où elle voulait aller, à quelqu'un qui avait développé donc, son leadership parce que je me retrouvais à parler avec des ministres. C'est quelqu'un qui a développé sa vision parce qu'il m'a permis de pouvoir aller la voir plus loin et aussi d'avoir des gens qui disent mais en fait, ce que tu fais là, t'es pas folle. C'est essentiel. Et ces petites tables sur le dos là, elle est monstrueuse. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je me suis mise moi-même dans un rôle mon rôle à moi, c'est de créer le pont et d'être le leader qui va à la fois déclencher quelque chose chez mes gens là-bas et leur dire qu'en fait, c'est rien d'aller parler avec telle chose parce que dans l'entrepreneuriat dans lequel on est là, c'est pas de l'entrepreneuriat. Ce qu'on fait, quand tu travailles en Afrique, tu passes de vendre ton produit à aller chercher des fonds, à développer les infrastructures sur lesquelles tu es censé, toi, t'appuyer normalement. Donc, tu fais du conseil, tu fais tout plein de choses. Et ça, là, cette posture, elle me vient beaucoup de ce que j'ai pu avoir. Et du côté personnel, vous savez très bien, donc, que ce soit Anne-Marème, que ce soit Sébastien, maintenant, ils travaillent pour la BPI, mais moi, je ne les consulte pas pour l'argent. Je les appelle parce que j'ai un projet. Tiens, regardez, je suis en train de répondre à un appel à projet, il ressemble à ceci. Je dois intervenir à l'Élysée, je dois créer un panel pour l'Élysée. De quoi est-ce qu'on peut parler? On se pose et Sébastien, que ce soit à 17h, 22h, il me répond, on se pose et on travaille dessus. On me propose un truc, j'ai pas le business model qui va. Allez, il a plus de 20 ans d'expérience, tu as quelqu'un qui a 20 ans d'expérience et qui se pose très technique, qui va te débattre tout ça. Et là, tu as quelqu'un de Sciences Po, quand tu l'appelles à n'importe quel moment, elle fixe le moment pour venir et ça te permet d'être accompagné. C'est sûr qu'elles ne vont pas le faire avec tout le monde, c'est aussi quelque chose qu'il faut garder en soi. C'est que peu importe l'endroit où on va te mettre, c'est toi qui va faire en sorte de profiter de l'expérience de cet endroit-là. C'est pareil à Station F, etc. J'ai vu des gens au même endroit que moi qui n'ont pas été de la même manière parce que ils attendaient qu'on leur donne. C'est quelque chose qu'il faut se mettre en tête, c'est que nous, la diaspora, quand on nous pose quelque part, il faut croquer. Dans tous les sens, il ne faut pas lâcher. Merci beaucoup. Je vais tout de suite te passer la parole, Elisabeth, parce que bon, le temps, il file et puis il y a plein de choses à couvrir sur ce débat. Juste pour pouvoir faire la logique. Donc là, on a bien vu que le collectif est quelque chose d'essentiel. Le collectif, l'accompagnement, le réseau, le fait d'avancer ensemble. Mais là, on a beaucoup parlé finalement de la force économique des diasporas. Elisabeth, toi qui as justement un pied entre l'économie, le financier et le politique, au-delà de la force économique, quelle pourrait être la force de frappe des diasporas en termes de diplomatie d'influence ou bien de diplomatie culturelle? Elle est fondamentale.
Mais je voulais juste ajouter, et je vais répondre, je voulais juste ajouter par rapport à ce que Katia vient de dire, peut-être que vous ne savez pas, vous tous, ce que c'est que Pass Africa. Et je voudrais bien dire deux mots là-dessus, parce qu'on est extrêmement seul quand on entreprend. On a besoin de relais, on a besoin de réseaux. Souvent, on met toute notre énergie à chercher de l'argent. Mais si vous avez de l'argent et que vous n'avez pas les bonnes compétences, si vous n'avez pas les bons réseaux, si vous n'avez pas les bons codes, et on était en train d'en parler tout à l'heure avec Sébastien Pasco, en fait, cette visibilité dont Katia vient de parler, comme si c'était rien d'aller à l'Élysée, d'aller pitcher, elle fait ça comme... Mais c'est pas vrai. Si vous ne connaissez pas les bonnes personnes... Non, mais c'est vrai. Si vous ne connaissez pas les bonnes personnes aux bons endroits pour vous parler des bons coups, parce que vous savez ce que c'est. Le plus difficile quand on est entrepreneur, c'est qu'on a tellement la tête dans le guidon qu'on ne voit pas toutes les possibilités qui existent autour de nous pour nous aider à sortir la tête du guidon. Et moi, c'est comme ça que je vois Pass Africa. Je crois que vous avez déjà fait 2 cohortes, vous rentrez dans la 3e. Ah. Donc, en fait, c'est juste vous dire, parce que Sébastien me le disait aussi tout à l'heure, cette 3e cohorte, ils sont justement en train de recruter les 20 personnes, les 20 entreprises qui vont faire partie de cette 3e cohorte. Si vous avez un beau projet d'entreprise, que vous soyez au début de votre projet ou que vous soyez déjà en phase de croissance et que vous avez besoin de compétences et d'expertise technique, que vous avez besoin d'ouverture de réseau, que vous avez besoin de connexion là où vous avez du mal à mettre les pieds et que votre business crée de la valeur en France et en Afrique, le Pass Africa, j'en postillonne de joie et de bonheur, le Pass Africa est là pour vous donner un coup de main, donc n'hésitez pas à postuler. Maintenant, Pour répondre à ma question. à la question, je voudrais juste vous donner un chiffre. Comment on dit remittances? Remittances, c'est les remises, l'envoi d'argent. Devinez combien a été envoyé en Afrique en 2023 en remise, en termes de remise. Elle a donné plus de 90 millions. Moi, c'était pour 2024, c'était 95 milliards. Ouais. Quand vous avez... Moi, mais je vais partir sur les 95 milliards. 95 milliards de tous ces membres de la diaspora qui sont spoliés, non, je ne vais pas dire ça, qui sont répartis à travers le monde. Et on ne nous parle que de l'aide publique au développement, alors qu'elle est 10 fois moins importante que ça. Et cette valeur-là, elle n'est valorisée ni dans les pays d'accueil, ni dans les pays d'où nous sommes partis ou où sont nés nos parents. Bah alors, Elisabeth, Ça, non, vas-y. c'est un sujet capital. Parce que ce manque de reconnaissance fait qu'il n'y a pas les bonnes structures qui sont créées pour pouvoir accompagner ces remises et que donc, il n'y a pas l'impact qu'on aimerait qu'elle ait. J'en parle parce que je trouve que c'est excessivement frustrant et c'est un manque à gagner colossal. Et justement, je vais de rebondir sur ce que tu dis, parce que tu as aussi cette casquette. Donc, tu as un fonds d'investissement, donc tu participes à aider des startups à lever, et puis de l'autre côté, tu lèves également des fonds pour ton fonds d'investissement. Oui. Donc, sur la base des chiffres qui ont été cités, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir mettre en place soit des stratégies, que ce soit au niveau des GPs ou bien des LPs, pour pouvoir avoir une inclusivité vis-à-vis de ces acteurs de la diaspora? En fait, et ça aussi, c'est une question fondamentale. Il y a plusieurs choses. D'abord, pour rebondir sur ce que disait Yannick tout à l'heure, moi, je trouve que les diasporas ne sont pas suffisamment soudées. Comme chacun travaille dans son coin, parce qu'on a peur qu'on nous vole notre idée, parce qu'on ne veut pas partager avec l'autre, parce qu'on croit que si on avance tout seul, on réussira mieux que d'autres. En fait, il faut qu'on se mette à l'esprit que si on ne rassemble pas nos expertises, nos connaissances, nos moyens financiers et humains, on n'avancera jamais suffisamment vite. La plupart des communautés qui sont dispersées dans le monde et qui réussissent sont des communautés qui allient leurs forces. Beaucoup d'entre vous ici connaissez le système des tontines. En fait, les tontines, c'est le premier système d'investissement qu'il y a sur le continent. Je l'ai beaucoup vu au Cameroun et je vois qu'il est en train de se développer de plus en plus dans d'autres pays. Ce sont des gens qui vont se mettre ensemble et qui vont mettre dans un panier commun 10, 20, 30, 40, 50, 100, peu importe la somme, et qui va servir à développer la communauté et les fonds de la communauté pour investir dans des projets ou pour aider des membres de la communauté. Moi, ce que je vois, mon rêve avec Ring Africa,
et je suis partie martel en tête quand j'en ai discuté avec Nicolas Sellier et Geoffroy Bragadier. Je lui ai dit, en fait, si vous prenez... D'abord, il n'y a que 2% de fonds privés. Vous prenez le private equity, vous prenez le venture capital, il n'y a que 2% de ces fonds qui vont vers l'Afrique. 2%. 60% aux États-Unis. Donc 2%, c'est à peu près 2 milliards. 60% aux États-Unis, c'est 900 milliards. Et il y a à peu près 30% en Europe. Le continent africain est celui qui a le plus besoin de développement. Est-ce que vous connaissez un seul continent sur cette planète qui s'est développé sans capitaux privés? Donc si on ne mobilise pas les capitaux privés dans des structures qui rassurent, ben en fait, on n'arrivera pas à avoir l'impact qu'on cherche à avoir. Et ce qui est absolument essentiel et qui me frustre aujourd'hui, c'est que je me suis dit qu'on ne peut pas créer un fonds d'investissement pour le continent africain. Il y en a beaucoup. 85% de ces fonds vont vers les 4 plus grands pays africains. Ouais. Nigeria, Afrique du Sud, Égypte et Kenya. Ce qui veut dire qu'il reste 15% pour 50 pays africains. Donc vous, là, vous tous qui êtes ici, si vous êtes ici, c'est que vous êtes sensibles à ces questions. Faites un peu, c'est pas pour dire qu'on fait mieux que tout le monde parce qu'on galère, hein, comme tout le monde. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que si vous êtes 50 Togolais et que vous mettez vos moyens en combinaison et que vous décidez de travailler pour votre pays, vous aurez beaucoup plus d'impact. Et c'est pour ça qu'il faut aller solliciter ces pays, ou peu importe, ça peut être des structures privées, et mobiliser les fonds des diasporas pour en faire un impact beaucoup plus fort. Et Ring Africa, c'est ce qu'on fait. On va chercher des membres de la diaspora qui ont envie d'investir sur le continent, mais qui ont besoin d'un cadre solide et besoin d'un cadre rassurant, parce que ce n'est pas parce que c'est votre Afrique et que vous l'aimez que vous voulez mettre de l'argent à perte et vous rassurer dans le cadre pour vous donner la possibilité d'investir sur des projets qui vont permettre le développement du continent. Et puis finalement, derrière ce que tu dis, Elisabeth, il y a tout un travail de réflexion, peut-être aussi de co-création, de travail commun entre différents types d'acteurs, parce que oui, il y a les fonds d'investissement, mais aussi les gouvernements, il y a les institutionnels. Peut-être Yannick, parce que donc là, on arrive bientôt sur la fin de cette agora. Une première question. Est-ce que tu vois une alliance qui devrait naître, que ce soit avec des acteurs non gouvernementaux, des fédérations patronales, des gouvernements, des institutionnels, des fonds? Est-ce qu'il n'y a pas des nouvelles dynamiques au niveau de ces alliances à créer pour pouvoir être sûr qu'on ne passe pas de l'exception comme Katia pour finalement atteindre du collectif, une réussite collective? Alors, c'est fondamental, les alliances. Moi, je crois que c'est d'ailleurs le plaidoyer que nous portons, hein. Il faut davantage et aujourd'hui orienter toutes les forces à avoir les alliances les plus larges possibles et qui unissent tant les acteurs organisateurs d'événements comme nous autres, ou les acteurs financiers, ou les gouvernementaux, ou les acteurs du privé. C'est le seul moyen d'y arriver, et tout cela ne se fera que dans un cadre qui est organisé et aussi, j'ai envie de le dire, voulu par les gouvernements. On a beau tourner autour du pot et on peut aller et venir autant qu'on veut. Il est important aujourd'hui que les gouvernements prennent en compte le fait que les diasporas sont importants. Les chiffres que Madame la ministre a donnés tout à l'heure, en écart entre ce que les diasporas apportent comme contribution et l'aide au développement, par exemple, tente à aujourd'hui ouvrir, pousser tous les gouvernements africains à considérer que la diaspora est d'abord la main là où il faut aller chercher l'argent. Vous avez, en plus de l'argent, des personnes qui, durant des années, ont acquis des compétences expertes à l'étranger notamment, et ont la double culture, et ont la capacité d'apporter cette richesse supplémentaire-là et ce savoir supplémentaire totalement gratuitement sur le continent et au service du développement. Bien sûr. Et je pense que ces cadres et ces alliances doivent permettre de mettre tout cela en visibilité et en lumière pour avoir un impact déterminant. Merci beaucoup Yannick. Alors il nous reste 30 secondes. Katia, tu as 30 secondes, un conseil aux entrepreneurs qui veulent se lancer. Travaillez votre vision, parce qu'elle va vous permettre d'être résiliente. Si vous savez où vous voulez aller loin, vous allez venir avec une idée qui va être grande, vous allez la découper en plans d'action. Ce plan d'action va devenir des actions chaque jour. Et vous allez échouer, vous allez vous blesser, vous allez tomber. Mais si vous gardez en tête que vous avez une vision, vous allez toujours vous relever pour y aller, parce que vous n'êtes pas encore arrivé, vous n'êtes pas arrivé au bout.
Et venez avec une grosse idée. On n'a pas besoin de boulanger aujourd'hui en Afrique. On a besoin de Paul. Donc, si vous voulez venir, vous allez commencer par une boulangerie, certes, mais vous venez avec l'état d'esprit de Paul. On va construire des boulangeries. Je vais l'implanter partout. Et un conseil que je dois vous donner, il faut absolument parler à cette dame à la fin. Il faut aller la voir. Elle adore ça. C'est une ancienne ministre. Elle a un réseau qui est incroyable et elle a beaucoup d'argent puisqu'elle travaille dans un fonds. Bah alors du coup, ça va être le mot de fin. En tout cas, merci à tous et à toutes d'avoir participé à cet atelier. Merci à nos intervenants. Vous ne le savez pas, mais en amont, on a eu un échange tous les quatre et on s'est dit que ça allait être la vérité qui allait ressortir. Et merci pour cet exercice. Et à très vite d'ailleurs pour la prochaine édition des JNDA qui sera le 15 novembre. Le 15 novembre, campus ESCP Montparnasse.